Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. Une émission, vous vous en doutez bien, on va parler un petit peu de la qualité de l'air, on va parler plutôt aussi des systèmes qui prennent soin de nous dans les bâtiments. Et il y a des évolutions, il y a des mises à jour souvent. Évidemment, on n'est pas dans une prise en compte, je dirais, qui est identique depuis des années. Évidemment qu'il y a tout un tas de personnes, de chercheurs, de doctorants, de techniciens, d'ingénieurs qui réfléchissent à tout ça. Puis à un moment donné, ils se rencontrent, ils discutent et ils confrontent un petit peu leur point de vue, leurs expériences surtout, pour amener des éléments complètement concrets et très sérieux pour permettre de faire avancer en parallèle de tout cela aussi, les systèmes qui vont prendre soin de nous, bien entendu. Par contre, il faut y penser. On va juste redire ça. Il y a 37,5 millions de logements en France. Il y en a 20,5 millions qui n'ont pas de ventilation mécanique, là, puisque c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Et puis, également, il y a d'autres petits chiffres dont on va parler pendant l'émission qui vont nous alerter sur 2-3 sujets qui vont être assez marquants et importants. Et donc, je reçois aujourd'hui à nouveau, et tant mieux, Valérie Leprince du CEREMA. Tu as un titre grand comme ça, Valérie, je vais te laisser l'exprimer. Par contre, quel bonheur de te retrouver ici sur le plateau. Et écoute, je te cède la parole. Merci. Je te la donne et je te l'offre carrément. Et donc je suis directrice de projet qualité d'environnement intérieur et ventilation au CEREMA. Au CEREMA, voilà. Et aujourd'hui, on va être là pour parler de quoi précisément ? Alors, on va parler d'un guide pratique que j'avais co-rédigé avec Anne-Marie Bernard en 2015 et avec Thierry Bell aussi qui avait fait les illustrations. Un guide pratique pour le CSTB qui s'appelle Ventilation mécanique contrôlée dans le résidentiel. Dans le résidentiel, donc la ventilation mécanique dans le résidentiel. Oui. Le CSTB qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Voilà, et son rôle en fait c'est d'éprouver et de vérifier que, je dirais, et de la conformité et du bon fonctionnement dans le respect des règles qui sont édictées justement de cette ventilation, de cette quelque part qualité de l'air, mais même si qualité de l'air était sur le phénomène de la prise en compte de l'humidité relative, maintenant on va vers des prises en compte plus larges, ça fait partie de ces évolutions qu'on va voir arriver et se faire. Et donc du coup, ce livre, est-ce que c'est un hasard de le reprendre, comme tu l'as dit, en 2015, il est première édition. Il y a des rajouts qui se font là et il est sorti en 2023. Qu'est-ce qui a motivé justement ces rajouts ? C'est comme ça, on s'est dit tiens, on va le faire, ou il y a vraiment une raison ? C'est la mode. Non, en fait, donc à la base, ce livre, on l'avait rédigé avec Anne-Marie pour bien expliquer et illustrer le DTU 68.3 qui avait été publié peu de temps avant, et donc pour donner un exemple de dimensionnement de système de ventilation comme fil conducteur et expliquer vraiment ce DTU. Le DTU, on va le redire. Document technique unifié, 68.3, donc sur la ventilation mécanique. C'est les règles de l'art, finalement. C'est les règles de l'art. Alors, ce sont des normes, donc c'est pas d'application obligatoire, mais c'est d'application obligatoire pour les marchés publics et si on veut que l'assurance et les décennales fonctionnent. Donc, c'est quand même mieux de les appliquer. Et donc, on l'a remis à jour en 2023 pour parler de la RE 2020 et de l'inspection obligatoire des systèmes de ventilation qui est arrivée avec la RE 2020 et qui est une grande avancée dont on est vraiment très content. Donc, qui venait tout d'abord d'une problématique remarquée d'une non-conformité, on ne dit pas de non-opérance ou de non-fonctionnement, d'une non-conformité de quasiment 70% des systèmes. Alors, ça dépend comment on fait les statistiques, mais effectivement, le CEREMA, on fait des contrôles de règles de construction depuis bien longtemps, ce qui avait donné une belle base de données des conformités et des non-conformités. Et sur la ventilation, les bâtiments neufs étaient effectivement entre 50 et 70% de non-conformité sur les systèmes de ventilation. Donc, il y avait un vrai enjeu là-dessus, puisqu'on installait des systèmes qu'on connaît pourtant, puisque la réglementation est la même depuis 1982, mais on n'était toujours pas capable de les installer conformément à cette réglementation qui a 40 ans. Et puis, plutôt que de dire aussi on ne les installait pas correctement, c'est carrément une conscience que cette ventilation est primordiale dans nos logements. On a toujours la visibilité de se dire je change mon chauffage en ce moment, les contraintes économiques et les contraintes énergétiques sont là, on dit je change mon chauffage, ça va aller très bien et finalement on s'aperçoit que tout seul ça suffit pas, je fais de l'isolation et oui ça va, oui mais ça suffit pas, et la ventilation, on se dit ouais peut-être, de toute façon quand je ressens le froid ou le chaud chez moi, la clim et le chauffage, je le fais. L'isolation, on sent bien que ça tempère un petit peu la chaleur émanant des murs
pour l'été qui est très chaud, mais la ventilation, on passe souvent largement à côté, et je pense qu'il faut remettre ça, comme on dit au rugby chez moi, l'église au milieu du village, quoi, hein. Voilà. En fait, la ventilation, comme c'est quelque chose qu'on ressent assez peu, on n'a pas forcément conscience qu'un inconfort que l'on ressent est lié à une mauvaise qualité d'air et donc à un problème de ventilation. Aussi, beaucoup confondent aération et ventilation. Il y avait une très belle image qui était donnée sur France Inter, une émission lundi, là, où ils expliquaient qu'en fait, la ventilation, c'est respirer en permanence. Aérer, c'est comme si on disait, retenez votre respiration pendant 1 heure, et puis vous pouvez respirer 5 minutes, prenez une grande respiration, et après vous retenez de nouveau pendant 1 heure. C'est ça l'aération. N'allez pas tuer nos auditeurs. Voilà. Non, Valérie, il ne faut pas faire ça. Et donc justement, la voilà. ventilation, c'est respirer en permanence. Et le bâtiment a besoin de ça, de respirer en permanence. Donc il a besoin. Ça veut dire que ce bâtiment, il est comme par la ventilation, on est dans un réflexe. C'est quelque chose qu'il faut ne pas négliger, mais surtout, il est là, et quoi qu'on fasse, il faut qu'il soit là. C'est ça. Et nous, si on l'arrête, le bâtiment est malade. Voilà. Un problème. Voilà. Le syndrome du bâtiment malsain apparaît, voilà. Et il se passe plein d'autres choses. Alors justement, l'introduction de ce guide, on l'a vu ensemble, hein, c'est notamment d'améliorer ce qui se passe sur les chantiers et le contrôle des fins de chantier. On va retrouver... je dirais les performances, la conception qui va nous amener vers les performances de ce chantier. En quoi on agit et qu'est-ce que ça amène de nouveau ? Alors déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a fait des projets de recherche, notamment les projets Performance 1 et 2, là, qui ont été pilotés par le CEREMA il y a 15 ans et maintenant, pour constater qu'un système de ventilation, conforme à l'arrêté de 82, quand il était bien dimensionné, bien installé, bien réceptionné, avec un bâtiment étanche, des réseaux étanches... Des bons systèmes de réseau, parce que dans les problèmes qu'on parlait tout à l'heure sur les 70%, le réseau a une grosse part... Un gros impact sur les pertes de charge et sur les fuites. Donc voilà, donc un système qui est mis en place correctement réceptionné, qui est bien entretenu ensuite, c'est-à-dire si on n'a pas les scotch sur les entrées d'air et les serviettes dans les bouches d'extraction, il va fournir une qualité d'air intérieur qui est satisfaisante au sens de la réglementation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moisissure qui se développe, il y a des niveaux de CO2 qui sont acceptables et des niveaux de polluants intérieurs qui sont acceptables. Ça, on l'a prouvé avec les projets Performance à la réception et là maintenant avec Performance 2, 15 ans plus tard, c'est-à-dire que le système fonctionne toujours aussi bien comme ça. Comment on peut retrouver tout un chacun, je pense à nos auditrices et auditeurs, une bonne qualité, parce qu'on dit toujours il faut une bonne qualité de l'air intérieur, elle doit être bonne, mais finalement c'est quoi ces niveaux de qualité de l'air intérieur, et on peut peut-être les retrouver quelque part? Alors, on sait qu'il y a les VGAI aussi, déjà d'une part, les valeurs guides, oui, mais ça c'est autre chose. Pour les polluants. Alors le problème dans la qualité de l'air intérieur, c'est qu'il n'y a pas que la ventilation, il y a aussi les sources de polluants à l'intérieur. Donc effectivement, la ventilation ne peut pas tout résoudre. Les valeurs guides, en fait, elles sont propres à chaque objectif, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même objectif de qualité d'air intérieur dans une salle de soins, une salle d'opération, que dans un logement, que potentiellement dans un bâtiment tertiaire. Et ça, c'est à chaque réglementation de la définir, en fait, les critères véritablement de qualité. Est-ce qu'on est uniquement sur de la santé? Est-ce qu'on est sur du confort? Est-ce qu'on veut pas que ça sente mauvais dans la pièce? Ou est-ce qu'on veut que quand quelqu'un rentre dans la pièce, ça sente pas mauvais? Est-ce qu'on est sur du bien-être, bien dormir dans une chambre? Est-ce qu'on veut assurer que si la pièce, il y a 2 personnes ou 20, ça va être suffisant également? Tous ces critères-là, c'est des choses qui sont à définir au niveau réglementaire en fonction du contexte. Mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est que le système de ventilation est indispensable, contribue à avoir une bonne qualité d'air. C'est pas suffisant, il peut pas résoudre tous les problèmes. Si vous fumez dans votre logement et si le système de ventilation ne va pas résoudre ça. De toute façon, c'est pareil. Imaginez que vous preniez une douche pendant 2 heures à 40 degrés, c'est évident que le système va saturer à un moment donné et on va avoir des problématiques qui vont quand même être là, même si le système est prévu pour. Voilà, il est prévu pour fonctionner, fonctionnement normal, avec une réduction des sources initiales. Et donc, ce qui est dit dans ce guide, c'est que pour que le système fonctionne bien, il faut qu'il soit capable d'être donc bien dimensionné, donc on ait bien prévu les bonnes entrées d'air, etc., qu'on ait prévu les bonnes tailles de conduits, les bonnes tailles de gaines, puisque en fait, on peut pas juste se contenter de choisir les gaines en fonction de la place que l'architecte a laissée, ça dépend du débit d'air qui va. Oui. Ah bon? Non, mais non, malheureusement, ça marche pas comme ça dépend du débit d'air qui doit passer dedans. Donc, voilà. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça. Et ensuite, donc, bien choisir les tailles de gaines, avoir des réseaux qui sont étanches, parce qu'en fait, si toute l'air rentre par les défauts d'étanchéité des conduits, il y a plus d'air qui rentre après par les bouches, et puis il y a trop de perte de pression dans le conduit. Une préférence de conduit rigide, semi-rigide aussi, donc, quelque part. Parce qu'un conduit sur lequel on va faire d'extraction de l'air qui est déjà souple et en tirant de l'air, on crée une dépression qui écrase un peu le conduit, automatiquement, on va réduire cette capacité de passage. Et surtout, le conduit souple, il va avec le temps se déformer et donc ces déformations, ça génère encore plus de pertes de charge. Et toutes ces pertes de pression, tous ces frottements supplémentaires de l'air sur le conduit et ces pertes de vitesse d'air, en fait, vont faire que, in fine, à la bouche, il n'y aura plus le débit
qui était prévu initialement. Et des moteurs qui consomment plus. Et des moteurs qui consomment plus par contre. Donc c'est important d'avoir un calcul de perte de charge qui soit fiable par rapport à ce qui est installé, et pour que ça le soit, il faut que les conduits soient rigides ou semi-rigides, ça on n'a pas le choix. Et que les systèmes soient entretenus régulièrement. Et que les systèmes soient entretenus, évidemment. Ça fait partie du jeu, ça. Tout à fait. Énormément. Voilà. Alors justement, on peut peut-être parler un petit peu des contenus, dans ce qu'on va retrouver. Les gaines, pour pas se tromper, quelqu'un qui est chez lui, il se dit voilà, j'ai une gaine qui est installée, quelle taille de gaine on va retrouver? Alors bon, quelle taille de gaine dans le logement, c'est relativement... Le diamètre. Dans un logement, c'est relativement simple puisqu'on est sur des gaines 80 mm ou 125. En gros, en fonction de son dans la cuisine, on est plus en 125, 80 sur des systèmes hygro en salle de bain et WC. Ensuite, la grosse difficulté pour les tailles de gaines, c'est plus dans les bâtiments collectifs où là, en fait, la taille de la gaine va dépendre du nombre de logements qui vont se brancher, du type de bouche qui se branche sur cette gaine-là. Donc là, il faut faire qui vont passer à l'intérieur et des pertes de charge qui sont associées. Et donc du coup, là, il faut faire un calcul un petit peu plus complexe. C'est pour ça que le guide est quand même relativement épais, puisqu'il y a quand même des informations dedans. Oui. Il y a Michel Serres, le philosophe, qui disait, ça je ramène par rapport au bouquin, et c'est très bien, il disait, il faut faire un effort tous les jours et il faut se contraindre pour rester en bonne santé. On parlait de la santé sur une autre émission avec le professeur Carré il n'y a pas très longtemps. Et là, il disait, il faut lire des livres difficiles pour justement continuer à avoir aussi une capacité de réflexion qui soit entraînée. Alors voilà, donc le livre du CSTB, il est bien expliqué. Il y a des petits passages quand même, avec toutes les formules de calcul qui sont quand même sympathiques, mais ça fait pas de mal du tout pour aller plus en avant. Pardon. Voilà. Non, mais c'était le but. Et le but, c'était d'illustrer ce DTU 68.3 qui effectivement peut être un petit peu dur à lire, avec un exemple qu'on suit de A à Z, le dimensionnement depuis les plans du bâtiment jusqu'au choix du ventilateur à la fin. C'est ce qu'il y a dans le guide. Et ensuite, le protocole d'inspection RE 2020 qui a été ajouté. Et là, pareil, le protocole d'inspection RE 2020, à la base, il vient d'un projet de recherche qui avait été mené par le CEREMA aussi, le projet Promévent, et donc qui avait développé justement comment inspecter un système de ventilation. On avait fait quelque chose d'extrêmement exhaustif, tout ce qu'on peut contrôler sur un système de ventilation pour qu'il puisse fonctionner. C'est un protocole qui a 80 points. C'est un protocole qui a beaucoup de points, évidemment. Oui, mais c'est normal. Ce qui est toujours... parfait à remettre en perspective, c'est la ventilation, c'est pas de la rigolade. C'est pas deux gaines qu'on balance avec un moteur dans un coin et que ça va suffire. Non, c'est un vrai métier, c'est des vraies compétences. Quand on a les responsables des organisations professionnelles comme la CAPEB ou la FFB qui viennent ici sur le plateau, automatiquement, c'est un vrai métier. Il y a des compétences, il y a des métiers hyper intéressants aussi pour nos jeunes à y venir, mais on peut pas passer à côté. C'est impératif pour notre logement. Vous imagineriez pas rouler dans votre voiture et de pas avoir de grille de ventilation pour ou amener du chauffage ou amener de l'air frais. Vous seriez très mal à l'aise en très peu de temps. Il faut faire cette corrélation. Je pense qu'elle va parler à beaucoup. Oui, tout à fait. Et donc, c'est important de contrôler que ça fonctionne bien. C'est pas des points de contrôle, il y en a beaucoup effectivement qui sont forcément très compliqués, et surtout ce qui est très clair dans le protocole RE 2020, c'est que pour chaque point de contrôle, il y a une fiche explicative qui explique ce qui fonctionne pas, et pourquoi il faut contrôler ça. Le côté pédagogique aussi de pourquoi on s'inquiète du détalonnage sous les ports, de pourquoi on s'inquiète que le système de ventilation soit accessible, éclairé, etc. Tout ce côté pédagogique est aussi dans le guide pratique qui explique pourquoi on contrôle les points, parce que si le contrôleur ne comprend pas pourquoi il contrôle, souvent le contrôle n'est pas forcément fait correctement. Pour le détalonnage sous les portes, c'est important. Détalonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever le talon qui est sous la porte, enlever en gros 1 centimètre, on laisse passer l'air, parce que le premier principe de la ventilation, c'est de faire rentrer de l'air dans notre logement depuis les pièces qu'on appelle de vie, que ce soit les bureaux, le salon, on va retrouver les chambres, et de le faire transiter pour qu'à un moment donné on ait un balayage complet. Ce terme de balayage dans le DTU, il est posé au même titre que la ventilation qui fonctionne de manière permanente et dans des débits prévus. Et ensuite on va évacuer cet air, quelque manière que ce soit, on va l'évacuer par les pièces dites techniques où on a des points d'eau, la salle de bain, le WC, le cellier, la cuisine. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça. Beaucoup disent, j'en ai vu pas mal sur les chantiers, ouais, mais le détalonnage, nous, on a la lumière du couloir qui rentre par la porte, on veut pas. Non, c'est moins gênant une lumière que de pas avoir d'air pour respirer. Que de pas avoir d'air qui va rentrer dans la chambre. Oui. Parce que si la lumière rentre plus dans la chambre, l'air ne rentrera plus non plus. C'est ça. Donc c'est un problème.
mais voilà. Mais donc, de toute façon, l'objectif de cette réglementation RE 2020 qui impose le contrôle des systèmes de ventilation, c'est vraiment d'améliorer durablement les pratiques et de faire prendre conscience qu'il y a un problème avec ces systèmes-là et qu'il faut donner plus de soins à l'installation des systèmes de ventilation et le prendre en compte dès le départ, en fait, de la conception du chantier. C'est ça qui est vraiment important, c'est que ça vienne pas juste à la fin. Ah mince, on a oublié une bouche. Ah mince, on n'a pas fait les mortaises d'entrée d'air sur les fenêtres. On va faire ça en rattrapage à la fin. De prendre en compte dès le départ, d'avoir une approche qualité. Et pour faire un rapproche entre le neuf et l'ancien, les mortaises sur les fenêtres, quand on fait une rénovation dans un logement, les mortaises, il faut les faire. Il faut les faire. Voilà, et pas juste à la personne avec des petits trous. Voilà, ça suffira jamais. Voilà. Et encore, quelquefois, on met l'entrée d'air sans avoir fait les trous. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, l'air, il faut qu'il circule. Vous aussi, quand vous sortez de chez vous, vous allez dans la rue, vous avez envie d'aller où vous voulez, l'air, vous êtes l'air, un petit électron, un petit peu. Vous êtes comme l'air, il faut que vous circuliez. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, du coup, pardon, oui, c'est moi qui me coupe. Tout ça, c'est bien beau. Il y a plein de choses qui avancent, qui se mettent en route. Le protocole Premier Vent, on va regarder différents sujets. Pareil, on va retrouver dans ces exemples la trappe de visite. Elle est importante. Il faut qu'on puisse accéder à notre ventilation pour en assurer ou l'entretien ou la réparation. Parce que quelquefois, il faut le voir. Mais tout ce schéma-là, tout ce regroupement, en fait, on veut améliorer durablement les choses, c'est ça ? C'est ça. C'est l'objectif conjoint là, du CSTB, du CEREMA et de la DHUP qui est le maître d'ouvrage de tout ça, puisque c'est la DHUP, le ministère de Transition écologique, qui finance tous ces travaux, en fait. C'est vraiment l'objectif d'améliorer durablement les pratiques. Et pour ça, en fait, il faut que cette réception, ce contrôle, ce soit quelque chose qui soit... c'est un premier passage obligé, évidemment, parce que pour vérifier que ça fonctionne bien, il faut que ce soit bien fait. Mais il faut surtout que ce soit crédible, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de revenir avec les premiers travers du DPE où on se disait en fonction de qui on prend pour le faire, on n'a pas les mêmes résultats. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment eu beaucoup d'argent investi pour faire un protocole qui soit clair, qui soit très didactique pour qu'on sache vraiment là où on va et surtout pour monter aussi une formation, une qualification des opérateurs qui vont faire ces contrôles. Donc ça c'est un travail qui a été fait avec Calibat, donc c'est la qualification 87-41, c'est-à-dire que les gens qui vont aller sur le chantier contrôlé à réception, ils ont été formés, ils ont validé une formation, ils ont été qualifiés et donc ils sont reconnus par le ministère pour faire ces contrôles dans le cadre de la RE 2020. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. On apprendra plein de choses, j'en profite pour faire un petit buzz. Calibat sera sur notre émission dans pas longtemps. D'accord, très bien. Ils viendront exprimer aussi tout cela, et notamment tous ces niveaux de qualification, le nombre d'opérateurs qui sont associés, et puis les premiers résultats vis-à-vis de la RE 2020 aussi, de ce que ça a donné pour voir tout ça. Ça nous amène à progresser finalement, mais on va regarder plus dans le détail. Mais ça, c'est aussi quelque chose de très important pour la DHUP et pour le CEREMA et le CSTB, c'est cette transparence totale, c'est-à-dire que toutes les statistiques des contrôles des systèmes d'inspection de ventilation seront mis en ligne sur l'Observatoire national de la ventilation. Donc il va y avoir ce site internet. Il a été nouvellement créé. Il a été nouvellement créé, les statistiques vont être disponibles dans les jours qui viennent. Là, ils attendent d'en avoir suffisamment pour justement pouvoir faire des statistiques. Et donc ça permettra de mettre en évidence toutes les non-conformités récurrentes. Donc pour un maître d'ouvrage véritablement, et un maître d'œuvre surtout, de dire ok, ça c'est quelque chose, ça marche jamais, il va falloir qu'on fasse plus attention pour éviter d'avoir ce problème-là et cette non-conformité à réception. Donc ces statistiques seront hyper intéressantes pour pouvoir améliorer les pratiques. À l'heure actuelle, cet observatoire, on le trouve où ? Sur le net, bien évidemment. Sur le net, Observatoire national de la ventilation, sur Internet. Tout simplement, on le tape et on va y arriver. Voilà. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Comme le protocole. Comme le protocole, et c'est un site du ministère, donc parfaitement accessible. Voilà, tout est fait pour que ce soit accessible à tout le monde. Et il y a aussi le site bâtiment ventilation, d'ailleurs, qui renvoie à l'observatoire, qui donne tout un tas qui met à disposition des professionnels tout un tas de documents et d'informations liés à la ventilation. Alors autour de ce protocole, parce qu'il est pas né comme ça, en fait, vous le disiez, moi j'adore les mots, et là justement, on est sur un protocole qui nécessite un contrôle, comme on dit toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais en fait, faut surtout pas le vivre comme une contrainte. C'est pas une contrainte, c'est au contraire la chance de se dire, là finalement, ce qui a été fait a été bien fait, et quelqu'un qui va acheter un bien et qui va avoir dans les mains ce résultat de ce protocole qui est bien, non seulement qui a été bien ficelé, mais qui amène que le système qui a été installé chez ces personnes, que ce soit de
la ventilation par extraction, insufflation, double flux, il va se retrouver et de dire on a quelque chose qui va bien, donc je peux être rassuré sur le fonctionnement vis-à-vis, je dirais, de mon intégrité en tant que personne et de ma famille également et de mes amis qui peuvent venir de temps en temps. Là, c'est vraiment un gage de qualité. C'est un gage de qualité et ça permet au client qui va acheter le bâtiment d'être sûr qu'effectivement il a payé pour quelque chose qui fonctionne et au professionnel qui fait bien son travail de faire observer par un tiers que le travail a été bien fait et que ça fonctionne correctement. Une peinture, c'est facile de savoir pour le client si elle est bien faite ou elle n'est pas bien faite. On le voit vite si les carrelages sont bien posés, si les peintures sont bien faites. La ventilation, c'est impossible pour un particulier de savoir si elle fonctionne correctement ou pas. Enfin, personne n'est équipé de manomètre et de débitmètre pour vérifier chez soi si ça marche comme ça le doit. Donc le fait de faire intervenir un tiers pour attester que ça fonctionne conformément à la réglementation, c'est quelque chose qui est assez important. Qui est assez important. Alors justement, par rapport à ces contrôles, alors on a ceux qui vont intervenir pour le faire, on retrouve souvent aussi des entités qui sont à faire aussi les tests de perméabilité des logements. On parlait tout à l'heure de la nécessité de placer au même rang la ventilation, l'isolation et le chauffage. Cette perméabilité, elle est directement associée aux fuites d'air du bâtiment, qu'on veut réduire le plus possible et les maîtriser. Mais cette ventilation, elle doit aussi assurer quelque part que tout ce volume passe bien où il faut. Outre de passer partout, il faut qu'il passe bien où il faut, dans le sens où il faut. Et c'est ce test de perméa, et pour ceux qui en recherchent, c'est souvent aussi des personnes qui font la perméa, qui sont aussi 8741 qualifiées pour cette... C'est souvent les personnes donc, qualifiées 8711 pour faire des mesures de perméa depuis la RT 2012, qui ont fait une extension à leur qualification pour pouvoir aussi contrôler le système de ventilation, parce que ça va ensemble. Enfin, c'est construire étanche, mais ventiler correctement, puisque justement, avoir un bâtiment étanche permet d'avoir les flux d'air qui passent là où ils doivent passer. Si vous avez un gros trou à côté de la bouche d'extraction dans la cuisine, l'air ne passe plus dans la chambre, il se court-circuite directement dans la cuisine. On a tendance à dire que l'air, entre guillemets, feignant, il prend le chemin le plus court. Il est comme nous quand on traverse une route. Et voilà, donc on a besoin... On ne peut pas forcément traverser au plus haut. Pour que le système de ventilation fonctionne correctement, que le bâtiment soit étanche. Et si le bâtiment est étanche, on a encore plus besoin d'un système de ventilation qui fonctionne correctement pour avoir les débits d'air nécessaires au renouvellement dans la pièce. Et de renouveler en hiver comme en été. Parce que en permanence, puisqu'on respire en permanence. On n'oublie pas une ventilation qui va bien. Même l'été, s'il fait très chaud dehors, il faut un minimum d'air qui rentre, parce que là, ça veut dire qu'on va étouffer sinon. De toute façon, il va falloir y faire attention. Alors, au niveau de ce protocole promeuvant, on sait que... Enfin, ou ce protocole, le RE 2020, justement, on avance un petit peu dans l'émission. Le protocole prend-il à l'heure actuelle la totalité des systèmes en tant que protocole, ou il y a encore quelques évolutions qui vont pas tarder à arriver? Alors, à la base, il a été fait pour couvrir 97%, à peu près 98% des logements qui sont construits, donc qui sont construits avec de la ventilation soit double flux, soit de la ventilation simple flux par extraction autoréglable ou hygroréglable. Donc c'est la grande majorité des bâtiments qui sont construits en France actuellement qui utilisent ces systèmes-là, le protocole le couvre. Il y a quelques bâtiments qui sont construits avec des systèmes qui ne sont pas couverts par le protocole RE 2020. Et donc ça, c'est l'enjeu maintenant de développer des protocoles en partenariat avec les industriels qui fabriquent ces systèmes pour pouvoir avoir un protocole d'inspection aussi sur ces systèmes-là. De manière à rassurer en fait les usagers en bout de ligne, de se dire, quel que soit le système que je vais pouvoir trouver, il y a un moment donné, il y a la réponse pour qu'il soit bien mis en œuvre. Voilà. Et d'une manière générale, je dirais que c'est le travail des industriels, là vraiment à chaque fois qu'ils vont proposer un nouveau système de ventilation, de le réfléchir avec le système d'inspection. C'est-à-dire qu'un système, pour qu'il fonctionne, il doit être contrôlable. Ça fait partie de la validation de ce système, ça fait partie de la vérification, enfin, du bon fonctionnement du système. Il doit y avoir un moyen pour vérifier les points clés de fonctionnement. Donc voilà, c'est tout l'enjeu maintenant, c'est que tous les systèmes qu'on appelle smart, c'est-à-dire qui sont capables d'adapter leur débit en fonction du besoin. C'est un élément important, la modulation des débits d'air, des besoins est très important, parce que cette modulation va nous aider aussi à être extrêmement efficace sur la thermique, sur la consommation déjà du moteur lui-même. C'est un moteur électrique, et c'est vrai qu'on peut se dire, un moteur qui fonctionne 24 heures sur 24, il va consommer beaucoup. Rassurez-vous quand même, les moteurs des nouvelles générations, c'est de l'ordre de quelques watts sur l'ensemble de l'année, et on est peut-être à une consommation moteur qui approche les 30 à 50 euros, ce qui finalement, pour avoir
un état sanitaire du bâtiment pour le bâtiment pour lui-même et pour les occupants qui finalement est peanuts. Par contre, on a le renouvellement de l'air parce qu'on va en avoir des débits plus ou moins égaux dans tous les cas. Et l'hiver, si ça sort un petit peu plus d'air, il est quand même largement maîtrisé de manière à consommer aussi le moins possible, de réchauffer cet air plus frais qui rentre. Puis tout un tas d'autres systèmes qui peuvent permettre de le préchauffer ou de faire des échanges énergétiques également pour le préserver. Donc là, il y a vraiment des solutions. Là, il y a vraiment du boulot des industriels qui sont là pour... Il y a un travail à faire pour optimiser les débits d'air. Ça, c'est clair et net. C'est la seule solution pour pouvoir concilier performance énergétique et qualité d'air. Il faut que le débit corresponde aux besoins et uniquement aux besoins, en fait. Donc, Et ces besoins, ça veut dire que... quasiment pièce par pièce, ou peut-être dans certaines pièces, il faut adjoindre ces systèmes avec, ou plutôt les mettre en relation avec des différents détecteurs pour être peut-être plus fin, pour aller mieux. Ça peut être des détecteurs de quel ordre? On sait qu'il y a ceux de l'humidité relative qui sont, il y a ceux du CO2, on en parle assez souvent aussi sur l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être pertinentes? C'est des choses qui sont en réflexion peut-être? Alors on peut avoir tout un tas de capteurs qui vont adapter les débits en fonction de différents polluants, ou qui vont changer les stratégies de ventilation en fonction des polluants extérieurs, en fonction des polluants produits à l'intérieur, etc. Ensuite, tout ça, c'est aussi à vérifier en termes de durabilité. C'est-à-dire qu'un système qui est très smart au départ, il faut qu'il reste smart dans le temps. Le capteur qui dévie de 5% par an et qui, au bout de 10 ans, donne des résultats totalement faux, il ne va plus être capable de contrôler correctement le système de ventilation. Donc voilà, il faut trouver la bonne solution pour être suffisamment smart, mais rester smart sur la durée. Smart safe, on va dire ça comme ça, en français dans le texte, bien évidemment, Valérie. Non, mais c'est très important, et c'est très important également de se dire, quand on a des appareils pour faire la mesure, un appareil pour faire la mesure, c'est pas un appareil comme ça au doigt mouillé. C'est à un moment donné, on est aussi avec des matériels de qualité, et autant on parle depuis tout à l'heure d'avoir des matériels, des systèmes de qualité et installés de manière qualitative, mais également les détecteurs, les capteurs vont le devoir l'être aussi. Donc c'est pour ça que cet enjeu au global de la ventilation, quelle que soit l'origine et le niveau de cette ventilation, il est primordial. On ne peut pas le décorréler du chauffage, on peut pas le décorréler de l'isolation, on le parlait tout à l'heure. Et si on isole, on ventile, et si on ventile, également nos débits de sortie par rapport à cette ventilation vont influer sur le chauffage, et c'est peut-être plus pertinent de se dire mon chauffage doit être en fonction aussi de ma ventilation. C'est peut-être remettre les choses dans l'ordre à un moment donné, et c'est pas les pratiques à l'heure actuelle, ça on le sait, mais c'est sûrement une piste super intéressante pour remettre aussi tout cela dans une chaîne de valeur pour l'usager et pour préserver tout le monde finalement. Parce que la santé, en but final, c'est la santé de tout le monde et le bien-être du bâtiment. Oui, il y a des choses à optimiser dans tous les sens, c'est certain. Bon. On a dit beaucoup de choses, ma chère Valérie. De toute façon, vous allez revenir, on va dire encore plein d'autres choses. Tous les deux, on a dit qu'il y avait encore d'autres sujets, qu'il fallait revenir. On vous dira ça de manière plus précise dans très peu de temps. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci aussi de toute la qualité de votre travail, et également de Anne-Marie qui a travaillé dessus, et puis du graphiste Thierry Bell. Il faut les mentionner. Il ne faut pas passer à côté de ceux qui œuvrent fortement. Merci beaucoup. On va parler du bouquin, on va le montrer ici. Le guide, on va le mettre comme ça. Le guide du CSTB, vous le trouverez assez facilement. Vous tapez cstb.fr. Oui. Voilà, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Le titre, on le reprend, ventilation mécanique contrôlée dans le résidentiel. Ne passez pas à côté, c'est dans les guides pratiques du développement durable, et c'est un très bon livre de chevet pour s'activer un peu les neurones sur les quelques pages de calcul, mais c'est pas la majorité. Non, c'est un livre de bureau plus qu'un livre de chevet. Voilà, on va rassurer le lecteur. Les livres de bureau peuvent être assez amusants en livre de chevet. Merci beaucoup Valérie. Un petit mot de la fin écoutez, l'étape suivante, c'est le tertiaire maintenant. Il va falloir réussir à faire la même chose, une réglementation et un contrôle dans les bâtiments tertiaires. On espère que ça va venir rapidement, et au moins pour la prochaine réglementation. Ouais, et vu la pluralité des types de bâtiments, des usages dans le tertiaire, ça veut dire que il va être un peu plus épais. Il va être plus épais. C'est ça, on s'en doutait un petit peu. Attention au papier pour le développement durable. Merci beaucoup. Disponible en ligne. En ligne, parfait. Merci beaucoup Valérie, au grand plaisir de te retrouver prochainement, et surtout encore félicitations pour tous les travaux avec toutes tes équipes et avec tous ceux qui sont autour. On les remerciera jamais assez de prendre soin de notre santé. C'était élémentaire. On va se quitter et on se retrouve avec grand plaisir très prochainement. Prenez soin de vous, sortez, allez marcher et profitez de ce printemps qui est là. À bientôt, au revoir. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo, et sur tous les agrégateurs de podcasts.